leader RH, il a un rôle essentiel parce que de toute façon, je vais le prendre par la fin, s'il fait rien, il est de toute manière solidaire des difficultés. On a tendance à cloisonner le rôle du RH, à cet aspect humain, alors il y a aussi un impact sur la performance. J'ai pu, identifier, on va dire, 5 besoins qui sont absolument fondamentaux pour répondre au besoin suprême qui est, la performance. Le premier, c'est Eh bien, bienvenue dans cet épisode de l'Odyssée des leaders. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore Breton, qui va nous partager en fait son expérience dans les ressources humaines. Aurore, bienvenue dans ce podcast et je te propose peut-être de te présenter et de parler un peu de ton parcours. Merci David, je suis ravie d'être avec toi, aujourd'hui. Donc je m'appelle Aurore, j'ai, quasiment 15 ans d'expérience dans les ressources humaines. J'ai toujours travaillé dans l'industrie, donc moi je suis un pur produit d'industrie parce que je trouve que mon métier, il a quand même une saveur particulière quand on travaille, aux côtés de compétences techniques, qui œuvrent à produire, et le mot production est super important, à la production de produits qu'on peut voir aussi dans le quotidien. Donc j'ai travaillé dans divers secteurs, dans le transport, dans l'agroalimentaire, dans l'énergie et dans l'automobile depuis presque 10 ans maintenant. Super. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation et de venir partager avec notre audience voilà, ce que tu as pu découvrir dans ton parcours. Et est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi tu as accepté de venir dans ce podcast et ce dont tu as envie de nous partager aujourd'hui? Alors, je suis pas une scientifique, je suis pas une conférencière, je suis, une professionnelle, qui, à travers ses expériences, a fait un certain nombre de constats. Donc l'idée, c'est de pouvoir, partager justement mon vécu, à une communauté de leaders, RH ou de leaders tout court, pour peut-être, inspirer ou donner quelques conseils et recommandations, à toute personne qui écoutera, mon vécu. Super. Moi, ce qui m'a plu dans la préparation, c'est qu'on va vraiment parler du H, hein, des ressources humaines. Souvent, je sais que vous pouvez être prise dans les tâches quotidiennes en administratif et c'est difficile de lever la tête. Et nous t'écoutons sur ce vécu. Alors, comme je disais tout à l'heure, je travaille dans plusieurs, types d'industries, dans des structures, de plus ou moins grande taille, jusqu'à la dernière entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est, vraiment un projet complètement fou, donc un projet industriel avec une énorme croissance. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait quasiment 3 ans que je suis dans cette entreprise. Quand je suis arrivée, on était à 200, aujourd'hui on est presque 1 800. Wow. Donc ça vous donne une idée du rythme en fait, de la croissance. Et c'est une entreprise où on a, tout construit. Le produit, le process, les usines, le projet humain, le C'est site, ça. vraiment tout à 100. Et en fait, en évoluant dans cet environnement, ça m'a vraiment permis de renforcer mes croyances, mais aussi mes certitudes sur des choses qui sont absolument essentielles et qu'on oublie en fait quand on rentre dans une entreprise C'est ça. qui existe déjà. C'est comme respirer, il y a des choses dont on ne se rend plus compte. Un peu comme sur la pyramide de Maslow, si je faisais un Ouais. parallèle. Ouais. Donc cette pyramide de Maslow qui hiérarchise et décrit des besoins, et qui explique qu'on ne peut pas satisfaire les besoins, du niveau supérieur si les besoins du niveau, en dessous ne sont pas pleinement satisfaits. Des besoins physiologiques aux besoins les plus sophistiqués. Là, c'est un peu pareil. Et donc de cette expérience, j'ai pu, identifier, on va dire, 5 besoins qu'une entreprise a, qui sont absolument fondamentaux et absolument essentiels, pour répondre au besoin suprême qui est, la performance, Ouais. qu'elle soit économique, productive, collaborative. Et donc c'est ces 5 piliers que je te propose de partager, avec toi ce matin. Ouais, avec plaisir. Déjà, voilà, ça pose le cadre. Hein, voilà, on voit l'humain au service de la performance. Donc ça, c'est très important qu'on comprenne que c'est le but ultime d'une entreprise. Je te propose de les prendre les uns après les autres. Ouais. Je dirais que
Mon ressenti, c'est qu'il y a vraiment 5 piliers qui sont sur la base de cette pyramide, si on devait faire le parallèle. Le premier, c'est les valeurs. Alors, c'est une tarte à la crème, les valeurs, hein. Tout le monde le dit, tout le monde le sait, tout le monde en décrit, mais c'est plutôt au-delà des valeurs. C'est la couleur du maillot, en fait, hein, tout Ouais. simplement. La reconnaissance d'une personne dans un ensemble, donc l'ensemble qui est l'entreprise. Qu'est-ce qui va me différencier des autres? Comment je me reconnais dans l'appartenance que j'ai dans le groupe? Donc c'est aussi le sentiment d'appartenance, la fierté d'appartenance. Et ça doit aller jusqu'à la déclinaison dans le cadre collaboratif. D'accord. On ne collabore pas de la même manière dans les différentes entreprises. Les us et coutumes en termes de coopération sont différents. Et ça, c'est absolument essentiel. Et c'est ce que je considère comme étant le premier pilier dans cette pyramide essentielle. Ok. Sur ces valeurs, peut-être un petit peu, on peut décliner un peu chacun de ces piliers. Donc oui, la tarte à la crème, parce que tout le monde va dire il faut avoir des valeurs. Et tout le monde en a d'ailleurs, Voilà. tout le monde en a. Vous allez sur n'importe quel site un peu corporate, plutôt bien fait, de n'importe quelle grosse boîte, sur une offre d'emploi, sur n'importe quoi. En entretien, enfin c'est infini, sur les murs, voilà. Il y a toujours des valeurs, ou souvent en tout cas placardées. Mais c'est Voilà. vraiment l'exploitation de ces valeurs. Et donc ton propos, c'est de se dire qu'en fait, si on ne fait rien, si on ne les formalise pas, si elles apparaissent pas, quelque chose va remplir le vide, en fait, et on va perdre le contrôle de ce qui se passe dans l'entreprise. C'était un peu ça le propos sur les valeurs? Oui, et ce sera vrai sur tous les piliers en fait, hein. Ça se décrète pas, ça se construit. En revanche, ça doit être visible, mais pas que sur des murs. Ça doit vraiment être un fil conducteur qui va décrire et caractériser les interactions, l'état d'esprit, vraiment l'ADN en fait d'une entreprise. Et c'est ce qui va faire, je disais, la couleur du maillot, mais ça va jusqu'à, si tu as fait du sport, souvent quand tu fais du sport, tu as effectivement une couleur de maillot, mais tu as aussi un cri un peu de guerre au début d'un match. Enfin, moi j'ai fait beaucoup de sport. Non, mais c'est pareil en fait. C'est qu'est-ce qui va te permettre de te reconnaître dans le groupe, de te différencier des autres, et qui va développer ton sentiment d'appartenance, mais qui va aussi te permettre de développer ta capacité à interagir et à collaborer avec les autres personnes de ce même groupe, parce qu'à la fin, c'est ça que ça régit. Donc, c'est hyper important. Ok, donc du coup, on sent que il y a deux piliers qui sont un peu intimement liés. Donc justement cette partie coutume et comment on interagit. Donc c'est un peu le deuxième. Ouais. Donc comment tu le qualifierais ça, le côté ces interactions humaines et comment on crée ce ciment en fait d'interaction humaine? Alors c'est effectivement le deuxième pilier que je retiens de tout ça, c'est le fameux RACI. Ouais. Alors le RACI, je pense que un autre mot. C'est ce que c'est. Les mots, c'est des mots que j'adore, des mots valises. Il faut des RACI. Quel est le RACI? Donc le RACI, ça va décrire tout simplement la responsabilité des uns par rapport à celle des autres. Ça va donner une information essentielle sur qui est comptable, qui est responsable et qui contribue. En revanche, le RACI en tant que tel, pour moi, il n'est pas suffisant. Une chose essentielle, c'est aussi la nomenclature. Si j'appelle un couteau une fourchette, et que toi tu appelles une fourchette un couteau, et que je te propose de couper ta viande, probablement qu'on va avoir un problème. Et ben c'est exactement la même chose. Dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, il y a un rôle qui pour moi est un très bon exemple de ça, c'est le rôle de chef de projet. Un chef de projet, c'est le même mot pour décrire parfois des choses un peu différentes. C'est un rôle qui peut avoir différentes manières d'être organisé. Il peut avoir les équipes en direct ou les équipes pas en direct, etc. À la fin, ça donne une information par rapport à un RACI qui est défini et qui peut être le même. Le chef de projet, il est responsable du client, il est responsable du PNL, il est responsable du cycle de développement, tout ce que tu veux. Si derrière, tu n'appelles pas d'une manière précise et que tu ne prends pas la peine de décrire le contenu, mais de décrire aussi le nom du contenant, alors ton RACI, il se casse la gueule. Donc ça, c'est vraiment le deuxième pilier qui est essentiel et qui va justement permettre derrière de régir les interactions
professionnel en complément du premier pilier qu'on a vu sur les interactions, on va dire, humaines. Tu dis c'est des choses connues et toi tu as eu la chance de voir un peu des laboratoires, de voir il y a des choses qui étaient déjà établies et qui fonctionnaient, il y a des choses qui n'étaient pas établies et qu'il a fallu établir. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est de dire ces concepts qui sont itératifs. C'est-à-dire que tu as dit il faut à un moment essayer de proposer un socle commun et être itératif. Donc est-ce que tu peux élaborer sur le côté vivant et pas immuable de ces... Bien sûr. Alors effectivement, ce sera aussi vrai sur chacun des piliers qu'on va découvrir ensemble ce matin. Je pense que l'écueil absolu, c'est premièrement de ne pas... En fait, il y en a deux. Le premier, c'est de ne pas proposer sur chacun de ces piliers quelque chose. Parce que la nature a horreur du vide et que de toute façon, les gens avec lesquels vous allez travailler, votre corps social qui est quand même la valeur, une des valeurs aussi les plus fortes de votre entreprise, elle a des références. Elle a des références, elle a une culture, elle a une histoire, elle a un entourage, donc elle arrive de toute façon avec des idées, avec un biais, avec des pratiques. Donc si on n'intervient pas sur ces domaines, ça nous échappe. Okay. Premier point. Et deuxième point, le plus dangereux, c'est d'intervenir en plaquant des modèles. Souvent des modèles qui ne sont pas adaptés à la maturité de la structure dans laquelle on est. Alors, l'exemple le plus évident, c'est une entreprise moins structurée qui va plaquer un modèle d'entreprise super structuré. Ouais. Mais l'inverse est vrai, en fait. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir proposer quelque chose sur chacun des domaines, c'est absolument essentiel, et d'itérer. Okay. Pour créer progressivement une norme qui ressemble à l'entreprise dans laquelle on est, qui s'adapte à l'entreprise en même temps que l'entreprise peut se développer et se transforme, parce que là, on parle de croissance et on imagine une entreprise qui part de rien et qui se développe, mais c'est vrai aussi dans des entreprises pour lesquelles il peut y avoir des croissances externes. J'ai eu la possibilité de travailler dans une entreprise qui a été transformée, donc, et dans une entreprise qui a été rachetée, et dans une entreprise qui est devenue une filiale, donc qui a plutôt coupé le cordon. C'est vrai là aussi, à la différence près que là, effectivement, il y a un héritage et que donc il faut le transformer. Mais la logique est la même. Itérer est absolument essentiel. Proposer un consensus et introduire une norme est aussi absolument essentiel. Super. Peut-être tu peux nous parler d'un autre pilier aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Alors pour moi, le troisième pilier, c'est la matrice. Okay. La matrice, c'est, je pense, mon sujet préféré. Tu peux élaborer la matrice, ce que tu appelles la matrice? Alors, la matrice de collaboration, okay. La matrice de travail, cette fameuse organisation matricielle dont tout le monde parle et finalement que tout le monde subit, autant ça dire, heureusement pas partout. Mais la matrice, c'est vraiment le lieu où vont s'exercer, donc c'est plutôt un peu un entonnoir, ce qu'on voit depuis tout à l'heure, mais vont s'exercer les différentes influences, les différentes relations de travail, et si justement ces influences et ces relations de travail, elles sont pas clairement décrites, ou en tout cas si la lecture de la matrice n'est pas la même pour tout le monde, ce qui est censé aider à gagner en efficacité devient un lieu d'enfer. On entend parfois, et je le dis régulièrement, la matrice, c'est l'enfer ou le paradis. D'accord. Si vous avez une lecture verticale, alors qu'en fait, ton collègue il a une lecture horizontale, ne serait-ce que dans le processus d'escalade, ça fonctionne pas, en fait. Donc, décrire la matrice, c'est absolument essentiel. On est quand même principalement dans des structures industrielles, dans des entreprises qui sont mondialisées, ou en tout cas, qui ne sont plus en une unité de lieu, sur un seul pays, avec une seule nationalité, avec un chef. Voilà. On n'est plus vraiment dans ces modèles-là. En tout cas, dans les modèles qui ne sont pas ceux-là, la matrice, ça se décrit et ça s'apprivoise pour faire en sorte que ce ne soit pas un lieu de pouvoir, mais que ce soit un lieu de développement et de performance, parce que c'est quelque chose qui peut énormément apporter. D'accord. Le rôle des ressources humaines dans ces organisations, dans ces matrices, comment tu l'as vécu? Et je pense, encore une fois, tu peux faire appel à tes différentes expériences. Parce qu'effectivement, les réorganisations, dans certaines industries, c'est le sport, on va dire, annuel, voire biannuel. Voilà, quel rôle tu as pu mener dans ces réorganisations? Alors,
pour moi, l'acteur RH, le leader RH, il a un rôle essentiel sur chacun des piliers qu'on est en train de voir ensemble. Parce que de toute façon, je vais le prendre par la fin, s'il fait rien, il est de toute manière solidaire des difficultés. Des difficultés individuelles, des difficultés collaboratives, des difficultés organisationnelles. Donc d'une manière ou d'une autre, il a un pied dedans. Ouais. Donc l'enjeu d'un acteur RH, je pense, c'est d'être déjà sensibilisé à ces sujets et de pouvoir intervenir alors de manière plus ou moins discrète. Je pense que n'importe quelle personne qui nous écoute, qui a déjà été en situation de siéger dans un comité de direction, débouler en disant on va travailler sur les valeurs, c'est pas des sujets qui sont toujours très sensibles, qui sont très faciles à amener, en tout cas pas pour tout le monde. Ça demande d'avoir une certaine appétence quand même. Néanmoins, c'est des sujets sur lesquels on doit pouvoir proposer ou inviter nos dirigeants à se positionner progressivement pour faire en sorte de faire de la prévention en fait, puisque à la fin sur le curatif, on est forcément amené à intervenir. Donc autant anticiper et faire en sorte que les organisations s'équipent de sorte à ce que on ne tombe pas dans les travers d'une organisation qui dysfonctionne. Oui, d'ailleurs, on a un podcast au sujet du burn-out et des choses. Donc voilà, quand tout ça fonctionne pas, il faut se rappeler que l'humain, ça peut être vite la souffrance, ça peut être des choses compliquées à gérer. Donc je suis d'accord que il vaut mieux prévenir, comme on dit. Et puis c'est pas que l'humain, c'est vrai que on a tendance à cloisonner le rôle du RH à cet aspect humain. Alors je pense qu'il y a une technicité quand même dans l'être humain dont le RH est garant. En revanche, il y a aussi un impact sur la performance. Quelqu'un qui se sent pas bien, c'est pas bien. Mais je veux dire, les enjeux en termes de collaboration et d'efficacité sont aussi énormes. Donc, il y a aussi d'autres manières de l'apporter pour que ça fasse écho à des patrons d'organisation qui sont peut-être moins pour lesquels c'est moins évident de se lancer sur ça. C'est ça. Bon, souvent on parle de ce réservoir de l'engagement, où on dit effectivement, suivant les entreprises, en fait, on a vraiment un réservoir de personnes, on va dire à minima neutre. Bon, il y a du désengagé, mais il y a du neutre, et c'est un réservoir énorme de performance. Avant de parler de recrutement, de choses comme ça, je suis tout à fait d'accord. Et bien, si tu veux, on peut parcourir par exemple le quatrième pilier. Oui, alors le quatrième pilier, ça va de pair avec le précédent, c'est le rôle du manager. Alors, ça aussi, c'est pas mal de choses, je pense, assez évidentes que je décris ce matin, mais qui sont tellement évidentes qu'en fait, parfois, on les oublie. Le rôle du manager. Si je te dis manager direct, manager disciplinaire, manager opérationnel, peut-être que pour toi, ça va être trois choses différentes, alors que dans les entreprises où j'ai eu l'occasion de travailler, c'est finalement le même rôle, mais qu'on a appelé différemment. Donc, on revient aussi sur cette question de nomenclature. Si je te parle de manager fonctionnel, de matrix manager, c'est pareil. Le manager, il a un rôle essentiel. Il a vraiment une partition à jouer. Donc déjà, il faut la décrire. Et il faut faire en sorte que ce rôle-là, il soit transparent pour lui ou pour elle, mais aussi pour la personne qui va recevoir ce rôle. Et effectivement, en fonction... l'organisation n'est qu'une information. Il y a autant de schémas d'organisation que d'entreprise, encore une fois. Le rôle de manager contribue à décrire et à donner une information sur l'organisation. Donc ça, c'est aussi absolument essentiel de réussir à un moment donné se poser et de dire, voilà, le manager, on va l'appeler comme ça. Il aura cette responsabilité-là. Il aura un homologue qui est un manager fonctionnel, indirect. Encore une fois, on l'appelle comme on veut, c'est pas le sujet. En revanche, le sujet, c'est de l'appeler tous de la même manière et de faire en sorte que le cadre et la responsabilité de l'un et de l'autre soient décrites et partagées pour que chacun puisse jouer sa partition. Ok, très bien, c'est clair. Passons peut-être au cinquième. Oui, avec plaisir. Et le cinquième, ce sont les rites. Les rites, leur codification, et je pense, aujourd'hui en tout cas pour moi, qu'il y a trois types de rites qui sont absolument fondamentaux. Les rites de célébration, collective, individuelle, peu importe, mais la célébration est quelque chose d'essentiel pour aussi équilibrer, surtout dans des contextes difficiles ou avec une certaine forme de pression. Et dès qu'il y a de la production et un client, il y a de la pression, quoi qu'il en soit. Les rites de décision, qui sont également extrêmement fondamentaux et qui sont même
je pense, les plus dévastateurs quand il n'existe pas. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir comment s'y prendre pour construire une décision. Donc c'est quelque chose qui doit être connu, reconnu et décrit pour faire en sorte que celui ou celle qui a besoin d'une décision puisse mobiliser ce rituel. Et enfin, les rythmes de communication. Le partage de l'information est en plus un enjeu à l'ère qui est la nôtre aujourd'hui essentielle. Il y a de l'info partout. Donc il y a une boulimie d'informations qui finit par provoquer, de mon point de vue, et ce n'est que mon sentiment, des informations énormes. Donc pouvoir créer des rituels de communication, de partage d'informations pour qu'on sache trouver la bonne information au bon moment, c'est-à-dire quand on en a besoin, c'est absolument essentiel. Et donc l'ensemble nécessite d'être codifié et d'être visible pour qu'on puisse s'inscrire dans ces rites quand on en a besoin ou déclencher ces rites également quand on en a besoin. Alors, j'aime beaucoup ce mot rite parce que c'est vraiment ce dont il s'agit et comme tu disais, il y a des, pour beaucoup de gens, peut-être ce mot va pas résonner, mais en fait c'est parce que ils s'en rendent même pas compte en fait que c'est comme ça que la société, leur société fonctionne. Moi, celui qui me touche particulièrement, c'est le décision. Parce qu'effectivement, tu as dit quand il n'existe pas, et même quand il existe, j'aurais tendance à dire, il y a souvent la décision de couloir, la décision qui se fait finalement off. Et comment tu... Ça veut dire quoi formaliser voilà, ce rite admettons, il n'existe pas, il faut le créer. Voilà, comment tu recommanderais de s'y prendre sur ce... Alors, première chose peut-être que je pourrais recommander, c'est d'avoir des rituels qui sont décrits et qui sont visibles. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup... Enfin, moi, c'est un truc que j'ai vécu et que j'ai pas hyper bien vécu dans mes expériences, en tout cas, que j'ai trouvé assez moyen. C'est la décision qui se prend en dehors de l'instance dans laquelle elle doit se prendre. C'est ça. Alors ça, c'est quand même un truc. Alors, évidemment, on n'est pas naïf. Une décision, ça se prépare. Très souvent, les gens qui sont amenés à prendre une décision sont des personnes qui sont peut-être relativement éloignées, qui ne sont pas des experts, mais qui sont des responsables et des comptables. Donc, pour faire émerger une décision, elle se prépare et effectivement, les experts peuvent être amenés à faire une recommandation qu'on suit ou qu'on ne suit pas et de pouvoir éclairer. Bon. Toujours est-il que prendre une décision, donc c'est-à-dire la formaliser en dehors de l'instance où elle doit se prendre, c'est dévastateur. C'est clair. C'est dévastateur déjà pour les gens qui sont avec ce sac à dos, cette responsabilité dans la dite instance, qu'on dépossède quand même de ça. Et c'est dévastateur parce qu'effectivement, ça nous empêche de retricoter la responsabilité. Mais qui a pris sa décision? Ça vient d'où? Ce qui nous ramène au pilier des rites de communication. Une décision, elle est décrite dans une instance, elle est formalisée, mais elle est aussi partagée. Une décision qui ne se partage pas, c'est pareil. Il n'y a rien de pire. Enfin, moi, j'ai des milliards d'exemples et je pense que je ne serai pas la seule. Tu prépares des trucs, en général un PowerPoint. En tout cas, tu prépares des éléments pour justement faire en sorte qu'une décision soit prise. Tu transmets tes éléments et la décision se prend à un endroit où tu ne l'es pas amené. Et ça, c'est OK. C'est aussi sain de ne pas toujours prendre des décisions à 4000, quoi. Et derrière, c'est ça. Pas de retour. Pas de son, pas d'image, pas de compte rendu, pas de... Ah bon, mais toi, tu comptes sur cette décision, tu vois. C'est ça. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent paraître hyper basiques, mais quand tu mets tout bout à bout, surtout dans des entreprises avec beaucoup de rythme, forte croissance, ou juste qui sont en création, en fait, et qui ne sont pas encore super bien équipés parce que voilà, faut aussi adapter tout ça à la structure de la boîte, quoi. Et aux gens aussi. Si ça n'existe pas, il se passe rien, quoi. Ouais, c'est ça. Il se passe rien. Donc, que des frustrations. Exactement. Donc, progressivement, d'écrire comment ça se passe, l'écrire, le mettre à disposition pour que celui ou celle qui en a besoin puisse s'y référer et que ça crée un cadre de référence. Formaliser aussi les décisions, les formaliser dans l'instance et les formaliser en dehors pour réussir à faire en sorte qu'elles soient partagées auprès de tout un chacun et qu'elles soient appliquées. Parce que le dernier pan de ça, c'est qu'une communication qui n'est pas réalisée, une décision qui n'est pas transmise est une décision qui n'est pas appliquée. Qui ne sera pas appliquée. Par définition, qui ne sert à rien, ce qui est quand même dommage pour une décision.
C'est clair. Bon, bah, écoute, c'est très clair. Après, peut-être voulais préciser et te laisser préciser que voilà, on a parlé beaucoup de formalisation, de choses. Et tu l'as dit en préambule que tu es quelqu'un profondément ancré dans l'industriel, dans la production et donc dans l'efficacité et pas le surprocess, quoi. Donc je pense que le propos, c'est vraiment de dire ces choses-là, on ne peut pas les laisser libres. Il faut du coup, la contrepartie, c'est de les formaliser, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un socle rigide. Et je ne sais pas si tu voulais un peu peut-être préciser ça, parce que je ne veux pas donner le principe que tout se règle par du process et par de la formalisation, parce que je sais que tu as vécu des choses très flexibles, etc. Donc peut-être un dernier mot sur ce côté-là, quoi. Alors, merci de m'inviter à aborder ce sujet parce qu'à aucun moment je vais parler de process, hein. Ouais. Et c'est volontaire. Ouais. Le process, il faut pas en avoir peur. Malheureusement, on finit par en avoir peur parce que quand il n'y a pas de process, on veut des process. Quand il y a des process, on ne veut pas les respecter. Donc, décrire quelque chose, c'est être capable, avec un verbe, un sujet, un complément, de manière hyper basique, d'expliquer comment la dite chose doit se passer et se passe pour créer ce cadre de référence. Pour moi, la description, elle est pas plus complexe que ça. C'est C'est ça. un cadre de référence qui va permettre de faire converger des pratiques pour faire en sorte qu'à la fin, on soit dans quelque chose qui soit fluide. C'est ça. Après, les process, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour les clients, c'est nécessaire pour la qualité, c'est nécessaire pour pouvoir répliquer sans erreur, en fait, quelque chose. Systématiser. Mais je dirais, le process, pour le process, il n'amène rien, en tout cas de mon point de vue. Le process, il n'a d'intérêt que quand il est partagé et qui devient justement un cadre de référence. Et ensuite, il faut itérer. Alors je dis il faut, mais en tout cas je recommande d'itérer. D'écrire quelque chose de très complexe, ou en tout cas de très sophistiqué pour une entreprise de 4 personnes. Là c'est pareil. À 4 personnes, on peut se permettre d'avoir des choses plus fluides parce que à une poignée de main, on a touché tout le monde. En revanche, plus on va grandir, moins cette poignée de main, elle va être vraie. Et c'est comment tu t'assures, en fait, que la décision que tu prends, que l'orientation que tu donnes, elle va réussir à toucher de ton N-1 à ton N-18. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. Parce que si on revient au début du propos, l'enjeu, c'est pas des PowerPoint, c'est pas des process house, c'est pas tout ça. C'est l'efficacité, en fait. C'est ça. On fait en sorte de répondre à une obligation de production, de qualité, de rentabilité, si on n'a pas tout ça. De mon point de vue, c'est pas possible. On ne peut pas courir si on ne sait pas marcher, et c'est tout ce que je prends. Voilà, c'était vraiment super, parce que je voulais être sûr qu'on ne transmette pas ce message. Super, bon, écoute, dans ce podcast, on a une tradition, on a l'héritage de Monsieur Dale Carnegie qui nous tient à cœur sur les grands principes qui animent la vie d'entreprise, mais aussi la société. Et donc, on invite en fil rouge, on invite nos invités à se plonger dans ces 30 principes qui sont issus du livre, donc en français, Comment se faire des amis. Donc voilà, si tu veux nous partager peut-être parmi ces 30 principes, celui qui a résonné avec toi et pourquoi il a résonné. Voilà, nous t'écoutons. Alors, évidemment, il y en a plus d'un qui résonne, mais je pense que celui que je retiendrai pour ce matin, c'est le numéro 27. Louez le moindre progrès et louez tout progrès. Soyez chaleureux dans vos encouragements et généreux avec vos éloges. D'accord, alors qu'est-ce qui te parle dans ce principe ? La sincérité et l'encouragement. On a beaucoup parlé d'itération, c'est exactement ça. Le sujet, c'est pas la perfection. Ça n'existe pas. Et je pense que celui ou celle qui tend vers ça a du souci à se faire parce que ça n'existe pas. Mais du coup, la sincérité, c'est absolument essentiel. Pour construire tout ça, ça suppose d'itérer, de progresser, de valoriser les progrès et en soulignant le positif. Et la progression, ça permet aussi de souligner quand ça va pas. Et ça, c'est absolument essentiel pour avoir un équilibre. Donc, vraiment, j'encourage chacun d'entre nous à appliquer ce précepte pour faire en sorte de bâtir une trajectoire vertueuse plutôt que de se fixer comme objectif de mettre un truc nickel, parfait d'un coup, parce que ça n'existe pas. Super. Eh bien, écoute, il me reste à vraiment te remercier d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Merci d'avoir partagé tes éclairages, ton expérience, et c'était vraiment passionnant. Merci. Merci à toi pour l'invitation.
Il me reste à vous remercier pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans l'Odyssée des leaders.